Vous écoutez Axone par capsule. Est-ce que se sentir enfermé dans son assignation de genre, c'est être malade ? Quelle est la place des traumatismes dans ce questionnement ? Est-on obligé de transitionner pour se soigner ? Comment éduquer ses enfants en tenant compte de ces questions ? Vous l'avez compris, nous allons aborder aujourd'hui l'angle psychologique de la transidentité. Et comme d'habitude, nous allons poser nos questions idiotes et maladroites à une experte. Et aujourd'hui, c'est Denise Médico qui aura la lourde charge de satisfaire notre besoin de compréhension et de nous guider à travers le labyrinthe complexe de la psychologie du genre. Oui, je suis un poète. Allez, sans plus attendre, bonne écoute! Je m'appelle Denise Médico, je suis professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi psychologue clinicienne et sexologue. J'ai travaillé assez longtemps en Suisse, où d'ailleurs j'ai cofondé une fondation qui s'appelle la Fondation Agnodis, qui travaille depuis maintenant une quinzaine d'années pour, je dirais, l'équité pour les personnes trans, l'accès aux soins, qui a construit des réseaux pour aider les personnes trans à s'orienter, défense des droits, et qui depuis 6-7 ans maintenant se consacre essentiellement aux jeunes, qui est la population la plus en demande en ce moment. Que peut-on dire des raisons psychologiques qui mènent à débuter une transition ? Il faut un petit peu sortir du paradigme de l'idée que les personnes trans ou non binaires ont un rapport pathologique à la question du genre. Je dirais que ce qui motive les personnes, plutôt que quels sont les enjeux psychologiques, c'est un profond sentiment d'être en inadéquation entre le corps et le genre tel qu'il a été assigné et le genre tel qu'il est ressenti. Le genre, c'est plutôt une question de degré, une question de complexité. Il peut être non-binaire, il peut être agenre, il peut être fluide, féminin, masculin. Ça va vraiment dépendre des personnes. Donc c'est un sentiment de souffrance très incarné, en fait. Il n'y a pas un parcours type, il n'y a pas forcément de traumatisme non plus. On n'a pas d'explication du pourquoi une personne serait trans, non-binaire ou cis, en fait. On n'a pas trouvé une explication qui fasse consensus au niveau scientifique qui pourrait expliquer. Là-dessus, on n'a aucune idée, en fait. Ce sont uniquement des théories psychologiques ou sociales ou médicales, mais on n'a pas de preuves réelles. La transidentité peut-elle être conséquence d'un traumatisme et peut-elle être considérée comme une maladie dont la chirurgie et la prise d'hormones sont des remèdes ? Je pense que d'abord, il faut différencier la dysphorie de genre du fait de s'identifier ou de se sentir être une personne trans ou non binaire ou neutre. La dysphorie de genre, c'est une catégorie médicale. Donc c'est un diagnostic. C'est un diagnostic qui veut dire une chose précise. Cette personne ressent une souffrance significative qui fait que sa vie dans ses activités quotidiennes est difficile, souffrante, pénible, voire presque impossible, et pour qui une transition médicale, c'est-à-dire des chirurgies ou des interventions hormonales de confirmation de genre, apporterait un mieux-être. Le fait d'être une personne trans ou non binaire, c'est une question d'identité, comme serait celle de, je sais pas moi, être musicien. La dysphorie de genre, c'est une question qui réfère à une souffrance, qui est un diagnostic qui sert à avoir accès à des traitements. Est-ce qu'on doit considérer ça comme une maladie ? On considère actuellement la dysphorie de genre comme une maladie.
c'est une nécessité aussi, pratique, factuelle et économique. C'est-à-dire que s'il y avait pas un diagnostic, les assurances, de santé dans les systèmes privés ou dans les systèmes publics, ne rembourseraient pas, les traitements. Donc c'est un enjeu qui a beaucoup divisé, y compris la communauté trans, où il y a vraiment un rapport de force, je dirais presque nord-sud, pays, économiquement aisés où il y a des assurances de santé, pays économiquement pas aisés où il y en a pas. Parce que le fait que ce soit un diagnostic a des enjeux qui font que les personnes trans sont socialement, discriminées, beaucoup plus. Plus c'est psychiatrisé, plus c'est discriminé. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment en Australie et en Asie. Mais si on enlève le diagnostic, ça sera très difficile d'obtenir des remboursements. Mais il faut bien comprendre que c'est pas un diagnostic sur l'identité. On ne diagnostique pas le genre, on diagnostique la souffrance. C'est pas toujours bien compris et je vous avoue, c'est vrai qu'il reste encore un certain nombre de professionnels de la santé qui pensent que c'est à eux d'évaluer, si la personne est vraiment une personne trans ou pas, ce qui est, absolument impossible de toute façon. Notre rôle, c'est d'évaluer 2 choses: la souffrance et la capacité de donner un consentement éclairé quand même. Il y a énormément de considérations, différents degrés de genre, il y a les gender fluides, il y a la non-binarité. Est-ce que ce que je voudrais qualifier d'un grand flou, parce que c'est encore un peu ce que c'est, est une conséquence, du fait qu'en fait aujourd'hui, la société, nos sociétés sont en train de revoir complètement leur considération de ce qu'est le genre. Même de se rendre compte en fait qu'elle l'a créé ce genre et qu'il y a des réalités sexuelles d'un côté, des réalités, je veux dire, biologiques de nos corps, comme ils sont constitués à l'état, initial et des conséquences, des prédéterminismes qui ont été, associés à ces sexes. Est-ce que toutes ces souffrances et tous ces degrés de genre n'est pas, justement la transition, la conséquence de la transition de nos sociétés? Vous savez, on est très aveugle à ce qui constitue notre système de fonctionnement en tant que société et le genre est un système politique, économique qui vous assigne un destin, social, hein. Naître femme, être assignée femme, va vous orienter vers une manière dont les gens vont être avec vous, ce qui va être possible pour vous, ce qui va pas l'être et cetera et cetera et cetera. Il y a toujours eu dans nos sociétés des personnes qui étaient, pas tout à fait dans l'un ni tout en fait dans l'autre. Alors ce rôle, il fonctionne bien pour une partie des gens. Pour certains, c'est exactement ce qu'ils ressentaient. Pour d'autres, ça va moyen, mais c'est possible de vivre avec. Puis pour d'autres, c'est très difficile de vivre avec. Il y a toujours eu des personnes qui étaient non binaires, on n'avait juste pas les mots pour le dire. Moi, je suis des personnes trans depuis une vingtaine d'années. Avant, on les appelait des fois des travestis à l'époque. Mais c'était des personnes qui pouvaient pas choisir entre le masculin et le féminin parce que ces deux côtés, c'était des côtés qui étaient des parties d'eux et d'elles. Aujourd'hui, on dirait d'IEL. Notre regard change, donc nos manières d'appeler les choses changent, et les places sociales changent aussi. Donc on est dans une société qui remet complètement en question, le paradigme de genre. Le sexe biologique, c'est une chose, mais le sexe biologique, d'abord, même lui, n'est pas toujours masculin ou féminin. C'est quand même oublier un certain nombre de personnes qui sont ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas du tout dire entre les deux, ni l'un ni l'autre. Mais le genre, c'est pas le sexe, au sens que le genre, c'est un destin social et c'est un système économique qui est calqué sur, la différenciation des sexes, mais qui ne se confond pas avec ça. Et comme ça fait très longtemps, on a l'impression que c'est la nature. Mais il y a strictement rien de naturel, c'est un construit socio-historique. Donc, oui, notre société est en pleine mutation et toutes ces différences sont des exemples visibles de cette mutation, profonde de nos sociétés. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette question-là et je pensais déjà il y a une dizaine d'années que moins on aurait de pression à se conformer au genre assigné,
et aussi moins on aurait de pression à une binarité, moins on aurait de personnes qui auraient besoin d'avoir recours à des interventions médicales qui sont quand même lourdes, qui ont des conséquences, notamment être hormoné tout le reste de sa vie, dans certains cas, des chirurgies qui sont aussi lourdes et douloureuses, heu et puis, qui au fond ont comme fonction de faire que, vous passez, comme personne d'un genre masculin ou féminin dans la société. Moins cette pression sera grande, moins il y aura probablement de gens, qui vont avoir recours et c'est déjà le cas, je dirais. Il y a 20 ans, toutes les personnes qui venaient nous consulter, moi et mes collègues, demandaient toutes la même chose. Tout le monde voulait faire une transition qu'on appelait à l'époque complète. Et elle était même obligatoire parce que si vous la faisiez pas, vous n'avez pas le droit d'avoir une modification de genre dans vos papiers d'état civil. Aujourd'hui, la demande, elle est très différente. J'ai énormément de gens qui viennent parce qu'ils se posent des questions, qui veulent évaluer jusqu'où ils veulent aller, qui veulent essayer de trouver une position dans laquelle elles peuvent être bien. Ces positions intermédiaires entre ces 2 grandes classes de genre, elles sont possibles et je pense qu'effectivement, ça va entraîner une diminution, des transitions, chirurgicales. Je dirais, ce qu'il faut s'attendre, c'est à de plus en plus de personnes non binaires et à genre et gender fluid et à de moins en moins de personnes, binaires, trans, binaires. Il en restera toujours parce que je pense que c'est une question de diversité. C'est comme une palette, il y a beaucoup de couleurs possibles et il y a des personnes pour qui faire, devenir un homme trans ou une femme trans et être, le plus cohérent avec les stéréotypes de genre possible est quelque chose qui est profondément désiré. Donc, moi, mon rôle comme clinicienne, c'est pas de juger quel serait le meilleur parcours, c'est de trouver avec la personne quel est le meilleur parcours pour cette personne. Ça dépend beaucoup d'un ensemble de pression interne et de pression externe aussi Mmh. pour les décisions. Oui, c'est vrai, moi je pense à mon frère qui me dit que, maintenant qu'il apparaît être un homme, il rentre dans cette complicité masculine avec certains hommes et ça, ça doit avoir des conséquences, enfin, ça peut pas être anodin, quoi, de d'un coup se retrouver de l'autre côté de cette, faire partie de la team, mâle oppresseur, quoi, un peu d'une certaine façon. Ça C'est un nouvel apprentissage, d'expérimentation du monde, pas juste de soi-même, des autres, des relations interpersonnelles. Quand vous êtes assigné fille, vous avez quand même été socialisé fille pendant X années et vous les connaissez pas très bien ces codes parce que vous étiez externe. Puis d'un coup, vous les apprenez de l'intérieur, hein, et ça fait changer aussi, la manière dont vous pouvez ressentir les choses. Dans les questions de détransition, par exemple. Il y a une chose qui est frappante dans les récits, qu'on entend, c'est notamment ça. Parce que beaucoup de ces personnes qui détransitionnent, en tout cas celles que nous on a réussi à voir un peu partout dans le monde, c'est majoritairement des personnes qui ont été assignées filles à la naissance et un des discours qui ressort, pas le seul, mais un des discours qui ressort, c'est: «En avançant dans ma transition, je me rends compte que si je continue, je vais avoir l'air d'un homme cis. Je vais freiner ma transition ou je vais l'arrêter parce que si je vais plus loin, bah, je vais rentrer dans une nouvelle catégorie qui me correspond pas plus que celle de départ». Ouais, mais ça doit être dur de devenir d'une certaine façon, je sais pas, on est un homme, enfin on est devenu un enfin on a opéré une transition, FTM et il y a un mec cis qui fait une blague sexiste et là qui te fait un clin d'œil genre, «Eh tu vu mec comment je l'ai, cette nana, comment je l'ai bien rabaissée?» et là de se retrouver complice de ça par ce petit clin d'œil alors qu'on n'a rien fait, ça doit être dur quoi. Oui, surtout qu'une partie des personnes étaient, ben, comme votre frère, des personnes très sensibilisées à la question, de l'inégalité en fonction du Ah genre. bien sûr, c'est ça exactement, ouais. Et donc vous êtes dans quelque chose de très, très complexe parce que votre représentation interne, vous sentez vous voyez pourquoi une personne veut faire pourquoi une personne va s'imposer de prendre des hormones, va s'imposer des chirurgies? Parce que chaque chose qu'elle fait là, sur sa représentation interne, ce qu'on appelle le rapport au corps, elle se le visualise sur un mode masculin.
Elle se sent un homme dans ces choses-là. Sauf que il y a le regard de l'autre et le rôle social assigné et les enjeux politiques. C'est des différentes couches qui sont toutes partie de l'expérience et on peut être en désaccord entre ces niveaux d'expérience-là. Mais finalement, je ne suis pas une personne transbinaire, je suis une personne non binaire. Donc ma transition, elle s'arrête là parce que c'est là que je veux être. Ça, par exemple, c'est l'endroit où le travail, thérapeutique devrait avoir lieu. Ouais, c'est une question justement qui vient, pardon, c'est une question qui vient de d'émerger là en vous écoutant. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait des cas, des personnes non binaires qui ont besoin d'afficher d'une certaine façon leur non-binarité? Est-ce qu'on a des attributs de la non binarité? Est-ce qu'on a un cocktail hormonal qui permet de gommer? Enfin, Le problème, c'est que la testostérone masculinise le corps efficacement et rapidement. Donc, de toute façon, si vous mettez des oestrogènes avec de la testostérone, soit il se passe rien, soit, vous masculinisez, hein. Donc, la médecine essaye de trouver des solutions, des nouveaux protocoles, qui sont adaptés. En fait, ça devient des accompagnements pour l'instant, assez individualisés. Ça fait 2 ans qu'on attend les nouveaux standards de soins où il va y avoir, un chapitre très important sur les personnes non binaires, l'accompagnement des personnes non binaires, qui est basé sur l'expérience des précurseurs et les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant. On a demandé à Denise Médico quelles questions devrait se poser une personne qui souhaite transitionner. La transition, ça peut être une transition vers un genre neutre ou vers, le genre masculin, le genre féminin, un genre non binaire. Donc de quoi j'ai envie, pour moi et pour moi dans mon corps et pour moi en société? Est-ce que les traumatismes amèneraient, à des questions à une transidentité? Hein? La réponse est non. Par contre, il y a beaucoup de traumatismes chez les personnes trans et non binaires. Quand on se sent pas bien dans son genre, il y a tout un ensemble d'expériences de vie qu'on appelle la transphobie et la transphobie intériorisée, dans lesquelles on a beaucoup plus de chances que la population générale de subir des événements traumatiques. Et ces événements traumatiques ont une influence sur mon estime de moi, sur mon sentiment d'anxiété, sur la dépression, sur ma capacité à prendre des décisions, sur mes relations interpersonnelles. Et donc ces choses-là, en thérapie, je dois les travailler pour pouvoir prendre au du mieux que je peux la décision qui me convient et puis aussi du mieux que je peux, traiter ces traumatismes qui ont des conséquences, hein, notamment des PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique et qui m'empêchent finalement de vivre. La transition, c'est une des choses qui va me permettre de vivre bien, mais un certain nombre de séquelles de ma transphobie, de ma transphobie intériorisée va pas se régler uniquement par la transition. Donc c'est juste la causalité qui est inversée, je dirais. Être sûr, c'est jamais possible. Personne n'est sûr de rien. Le doute, au contraire de ce qu'on pense, est un signe de santé mentale, hein. Douter et affronter ses doutes et les regarder en face, c'est le mieux qu'on puisse faire pour les personnes trans, tout comme pour tout le monde, hein. Donc quand on arrive à être apaisé face aux enjeux, aux doutes et aux paradoxes, suffisamment apaisé, je dirais, parce qu'il ne faut pas non plus avoir, la croyance qu'on est apaisé un jour dans l'existence, ni les personnes trans ni les autres, mais un une vie suffisamment confortable et suffisamment apaisée intérieurement, c'est un peu l'idéal et ce qui est recherché. on peut même se demander si quelqu'un qui est trop sûr de lui n'est pas justement, dans une sorte de fantasme ou dans une mise en danger, quoi. Parce que, parfois on est là: «Ah, c'est ça qu'il me faut, c'est ma solution, c'est sûr, avec ça tous mes problèmes seront réglés». Et d'ailleurs, est-ce que après avoir opéré la transition, la chute va pas être plus dure? Parce que mince, pourquoi est-ce que je me sens toujours mal alors que j'ai fait ce truc qui était sûr que ça allait m'aider? Enfin voilà, est-ce que c'est pas un signe en fait, trop de certitude? Trop de certitude, c'est souvent un signe d'une attitude défensive qui fait qu'on se cache une part de la réalité, mais en même temps, elle est aussi extrêmement compréhensible. Si une personne trans arrive chez la plupart des cliniciens et lui dit qu'elle est pas sûre, on va lui dire: «Bon, bah, alors tu auras pas accès».
C'est quelque chose qui est entretenu par un système qui impose une vision de ce qui d'une certaine forme de transidentité et d'une certaine forme de binarité et d'une certaine forme de transition, qui impose un discours de l'autre côté. Les transitions peuvent avoir différentes formes, qu'il y a pas un modèle, que c'est des parcours fluides et puis que notre but c'est surtout sortir de «prouve-moi que tu es une personne trans» parce que là ça sert strictement ça aide pas. C'est aussi porter le fait que, qu'on vous regarde constamment, en vous disant: «Mais qui tu es? Pourquoi tu fais ça? Tu veux quoi?» et cetera. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut porter. Et puis c'est aussi une des raisons qui fait que certaines personnes abandonnent, détransitionnent. Tout d'un coup dire: «Ah non, mais moi j'ai pas envie toute ma vie de porter ça». C'est lourd, c'est lourd de pas être bien avec son genre. Ces personnes-là disent pas: «Je suis bien tout d'un coup avec mon genre», hein. Elles disent: «Je continue à pas être bien avec mon genre, j'ai pas plus envie d'affronter socialement» et c'est aussi certaines personnes qui décident de pas faire la transition, ça c'est une des raisons, hein. C'est pas forcément pour tout le monde non plus. Ça prend une force d'affirmation assez importante. Ça y est, quelqu'un est sûr de vouloir faire sa transition. Quelle est la bonne façon de préparer cette démarche sur un plan psychologique? C'est beaucoup plus facile et c'est vraiment nécessaire pour les personnes trans et non binaires de pouvoir partager aussi avec des personnes, qui ont les mêmes expériences, des expériences assez similaires. Ça, c'est un des facteurs qui aide beaucoup. Puis souvent, au fond, ce qu'on travaille énormément, c'est la transphobie intériorisée. C'est toute cette destruction du sentiment de soi, de l'estime de soi, qu'on doit reconstruire, si vous voulez. Pour s'affirmer et être fier de qui on est d'une manière, je dirais intégrée et puis apaisée. On a souvent l'impression que c'est très long, hein, ça peut prendre quelques mois ou des fois quelques années. Tout le monde n'a pas un parcours de souffrance non plus, hein. Il n'y a pas un parcours trans, parce que les personnes n'ont pas vécu juste le fait d'être trans aussi dans leur vie, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que sur le chapitre de la transition, des choses à savoir, à comprendre, à se dire, vous avez des choses à ajouter sur ce C'est chapitre-là? un nouveau corps, des nouvelles sensations, une nouvelle manière de se vivre, des nouvelles manières relationnelles d'être et on oublie beaucoup toute la question de la sexualité. Une des grandes questions aussi de la sexualité des relations aux autres, qui revient tout le temps dans nos consultations, c'est: «Est-ce que je dois le dire tout de suite quand je rencontre quelqu'un ou pas?» et ça, c'est une question terriblement compliquée. Et ça, c'est surtout très, très compliqué pour les femmes trans qui sont attirées par des hommes cis. Vous devez apprendre à être dans votre corps, ce que les gens ont appris, dans leur petite enfance, leur enfance et leur adolescence. Donc c'est aussi comme une forme d'adolescence, tardive, où on a les mêmes enjeux, hein, plaire, se connaître, se reconnaître, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois sentir, et cetera. Donc ça ferait pas ça fait partie beaucoup du suivi post, en fait. Quels conseils peut-on donner à des parents, dont un enfant manifeste un désir de débuter une transition? De le laisser explorer son genre. Un enfant avant ce qu'on appelle le stade de Tanner 2, c'est-à-dire le début de la puberté, il y a rien à faire, rien. La seule chose à faire, c'est à lui permettre à cet enfant de vivre en sécurité et d'explorer ce qu'il a à explorer de manière à ce qu'il puisse, au moment de la puberté, avoir avancé, dans sa perception de soi-même. S'il doit constamment cacher son propre sentiment de genre, ça va en fait nuire aux relations familiales, lui apprendre que de qui il est, c'est pas quelque chose qui est possible, c'est pas quelque chose qui est bien, ça va nuire à son estime de soi. En fait, il va juste cacher ça et il n'évoluera pas aussi bien qu'il pourrait évoluer, pour prendre une décision plus tard. Donc la puberté, c'est quel âge? Très variable dans nos sociétés actuellement entre 8 et 14 ans. Ou plutôt 8 ans, mais je dirais la moyenne c'est 12. Le parcours classique, c'est quelqu'un qui, toute son enfance, a senti que quelque chose allait pas. Mais c'était difficile de dire quoi. Toute leur enfance, il y a une lutte interne. Donc, faut voir que c'est
personnes qui vivent une enfance, je dirais lourde émotionnellement, hein, avec des enjeux que les autres enfants, ils jouent tranquille. Ben non, là, c'est quelque chose de lourd toute l'enfance. Au moment de la puberté, là, ça explose. C'est plus possible de ne pas le voir. Le corps, il commence à évoluer et on se rend compte qu'il évolue pas du tout dans le sens qu'on souhaiterait. Donc énormément de dysphorie, des comportements automutilatoires, des suicidaires et cetera. Donc des jeunes qui vont super mal et qui arrivent là, à ce moment-là, de grosses crises. Puis évidemment, ça se confond avec la crise adolescente. Donc ça fait, 2 crises en une. Et alors là, la grande question, est-ce que c'est parce qu'ils sont adolescents qu'ils sont comme ça? Ou est-ce que là, en Amérique du Nord, on utilise beaucoup les retards de puberté. Ça permet, notamment de calmer énormément la crise. Ça, en fait, retarde l'avancée de la puberté, ça permet de prendre une décision plus calmement. Donc qu'est-ce que les parents peuvent faire? Accompagner, soutenir et défendre et laisser explorer jusqu'au moment où, ben, c'est le moment ou pas, d'induire donner un retard de puberté si le retard de puberté, est le traitement le plus indiqué pour la personne. Il y a une grande, grande, grande différence pour entre un enfant de 12 ans dans la manière dont il comprend le monde, sa capacité à poser un consentement éclairé, sa capacité à comprendre les enjeux, à sentir même ce qu'il veut et 14-16 ans. Ouais, de toute façon, on s'arrêtera à l'hormone. Il est pas question d'envisager une chirurgie avant la majorité. Les chirurgies génitales, à ma connaissance, pour l'instant, c'est de très rares cas qui ont été autorisés à avoir des chirurgies génitales avant les 18 ans. Par contre, nous, à Montréal, on fait, il y a des, chirurgies du torse qui sont faites plus tôt. Mais il faut comprendre que ces interventions médicales, elles sont pas données parce que la personne, elle arrive puis elle dit: «Ah ben moi j'aimerais, comme ça, parce que j'aimerais voir», hein. C'est des réponses, où le système médical évalue quel est le meilleur équilibre bénéfice-risque pour cette personne maintenant. Donc si on décide de faire quelque chose, c'est qu'on a des raisons de croire que c'est la meilleure et la chose qui s'impose en ce moment, parce que sinon il y a des conséquences autres. Genre, ne rien faire, c'est pas rien faire. Ne rien faire, c'est obliger c'est faire que la personne, elle va jamais avoir, le corps qu'elle souhaite et puis nous, on travaille quand même avec des jeunes qui sont dans des souffrances psychologiques importantes, tentatives de suicide, automutilation, voilà, on décide pas comme ça, dans le comme ça a priori avec rien. On est dans un contexte précis de quelqu'un qui vit des choses précises. On répond pas à une toquade d'adolescent, quoi, je comprends. Et que pensez-vous des parents qui donnent à leur enfant des prénoms non genrés? Et en fait, vous savez quoi? Avec le genre, vous y êtes pour rien comme parents, hein. Ah moi, ma fille, j'ai offert des camions autant que des poupées, puis elle jouait à maman camion, bébé camion, hein. Donc j'ai abandonné avec les camions, j'ai vu que j'avais aucun impact là-dessus. Hem, donc en fait, c'est pas parce que vous appelez votre enfant avec un prénom non genré ou avec un prénom féminin ou masculin que ça va changer quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vient de l'enfant et c'est pas quelque chose qui vient d'éducation. Parce que si ça venait de l'éducation, ben, il y en aurait pas des personnes trans. Or il y en a. Et puis on peut pas forcer quelqu'un qui est cis à devenir trans non plus. Donc les parents je suis désolée pour les parents, mais leur influence est pas aussi grande qu'ils ne croient. Et puis aussi, il faut qu'ils se relaxent. C'est pas de leur faute s'ils ont un enfant qui est pas bien dans son genre. Mais c'est de leur responsabilité de faire que leur enfant soit plus heureux. D'ailleurs, justement, quels changements doivent être apportés aux basiques de l'éducation infantile au regard de toutes ces considérations et notamment celles autour du genre? Un enfant et un jeune enfant a besoin de savoir que c'est possible pour ceux qui se sentent concernés, ça fait toute la différence. Et c'est pas un petit nombre de personnes qui se sentent concernées. Dans les chiffres aujourd'hui des recherches, mais vraiment qu'on peut appeler robustes, c'est-à-dire sur des échantillons représentatifs de la population avec des méthodes statistiques extrêmement fiables, on sait, dans les pays qui l'ont mesuré, essentiellement les États-Unis et quelques pays anglo-saxons, que
entre 1,2 et 2,7 des jeunes de 13 à 18 ans se sentent trans, non-binaires ou neutres. Et que si on prend les personnes qui ont de questionnements importants et profonds face à leur genre, on est à 8,4. Donc ça veut dire que d'inclure la possibilité de penser, y compris à l'école, que ça existe des personnes qui sont pas bien dans leur genre, puis que ça existe de pouvoir changer des choses, ça fait une différence pour presque 10 des jeunes. Ça veut pas dire qu'ils vont devenir des personnes trans, mais ça veut dire qu'ils vont trouver des chemins pour pouvoir se penser et processer dans une réflexion sur eux-mêmes. Moi, j'ai vu beaucoup de gens souffrir énormément. J'ai vu des personnes de 75 ans pleurer parce que toute leur vie, elles ont pensé qu'elles étaient horribles, qu'elles étaient des perverses, qu'elles étaient des tares, avoir passé par des phases de tentative d'abandonner tout ça, de vouloir mourir. Voir ces vies presque, alors que finalement, il aurait fallu juste trouver une possibilité d'exister dans la société, puis ça aurait été des vies épanouies, parce que c'était des personnes brillantes avec des belles personnes. Ben, je pense que c'est pas le même jugement que quand on juge et qu'on n'y connaît rien. Je pense que quand on est confronté à l'autre, on peut pas avoir le même avis que quand on parle en théorie. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme une société et puis quelle éthique on veut pour une société. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.